en direct de Santexpo sur le plateau de la French Care BPI France. Nous avons étudié à différents niveaux, à différents échelons, hôpital, assureur, territoire, la construction, les moyens de construire une politique de prévention sur le long terme. Eh bien, nous allons maintenant réfléchir aux moyens de maximiser l'impact de ces actions de prévention avec autour de la table 3 acteurs de la santé différents, mais vous allez le voir complémentaires. Ségolène Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des soins primaires et d'Elsan Prévention. Docteur Nicolas Leblanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur médical de Livy France et je précise, vous avez aussi écrit un livre « Santé, les inégalités tuent » aux éditions du Croquant. On aura l'occasion dans une des questions d'en parler. Et Mélusine Harlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la prévention à la MGEN. Alors bonjour à tous les trois. Je voudrais vous poser une question basique pour démarrer cette table ronde. Quel est votre regard sur les politiques et les programmes de prévention aujourd'hui en France? Nicolas Leblanc, je vous laisse commencer. Belle question, merci beaucoup de l'avoir posée, comme on dit couramment. Déjà, la prévention, il faut savoir de quoi on parle. Moi, c'est un mot qui peut être très beau, mais qui en même temps peut être très vide. La prévention, c'est un ensemble de pratiques qui permet d'améliorer et de consolider la santé des individus et des populations. Et ça, c'est un ensemble de pratiques, donc c'est vaste, c'est un champ social, c'est un champ de compétences, c'est un système. C'est pas un loisir, la prévention, c'est vraiment de cette nature-là dont il s'agit. Et elle recouvre plusieurs sous-segments, qui est la détection et l'accompagnement des gens dans la détection et leur maladie, qui est l'approche communautaire qui permet, avec notamment les outils d'éducation à la santé et de promotion de la santé, de s'adresser à une population avec des outils qui ne sont pas médicaux. Et puis c'est de la prophylaxie, du dépistage, où là on est vraiment dans des actions beaucoup plus médicalisées. Et donc quand on parle de prévention, il faut savoir de quoi on parle précisément. Et puis ça concerne des facteurs de risque qui sont corrélés à des maladies qui doivent, quand on fait une politique de prévention, ça doit s'adresser à un état de santé en général des Français qui n'est pas celui en 2020 comme celui en 1900. Et donc aujourd'hui, on a des maladies chroniques, on est dans la transition épidémiologique avec des facteurs de risque qui sont de plusieurs natures liés à des comportements de santé principalement. On connaît classiquement l'alcool, le tabac, mais il y en a de multiples. Il y en a certains, notamment la sédentarité et le surpoids qui aujourd'hui font partie des facteurs de risque tout à fait identifiés en termes de santé publique. Donc, quand on dit de quoi parle-t-on en France en termes de prévention, malheureusement, on voit très bien que dans l'organisation du système, on a un système qui est assez fragmenté, qui est piloté d'un point de vue économique sur des choses qui sont tout à fait identifiées mais partielles. C'est 12,7 milliards de dépenses de santé en 2022, mais dedans, vous en avez 92% qui concernent la prophylaxie, les vaccins et les programmes de surveillance des maladies. Donc on est loin de tout ce qui est fait en termes de promotion et d'éducation à la santé, qui est beaucoup plus vaste, peu ou pas suivi, parce que fait par des acteurs qui ne sont pas ceux du soin. En revanche, si on parle de soins, enfin de prévention médicalisée sur des sous-segments de population, donc du dépistage, de la prophylaxie et autres, alors là, bien sûr, il y a tous les instruments autour du système de soins qui sont assez efficaces, qui pourraient l'être davantage parce que s'adresser à des populations et à des groupes de population, c'est non seulement pouvoir leur donner des dispositifs pour dépister et suivre la maladie, mais c'est aussi faire en sorte qu'ils s'approprient l'état de santé dans lequel ils y sont et les comportements nécessaires pour changer leur comportement et adopter les traitements ou les dispositifs nécessaires à la diminution des risques. Et ça, on est dans les compétences psychosociales, mais Mélusine en parlera sans doute mieux que moi, hein, c'est sa spécialité. Et là, on a quelque chose où la culture française de santé publique, une approche un peu moins médicalisée, mais beaucoup plus globale, est un peu plus faible ici que dans les pays anglo-saxons notamment, dans les pays scandinaves entre autres. Or, aujourd'hui, il faut s'y mettre. Il faut qu'on s'y mette parce qu'on a beaucoup il y a des inégalités sociales de santé, on aura l'occasion d'en parler. Et puis, il y a une mortalité évitable et des morbidités évitables qui sont très fortes en France quand on compare par rapport aux autres pays d'Europe, en tout cas qui sont fortes par rapport à ce qu'on pourrait faire, bien sûr, à un niveau de richesse standardisé. Donc, et puis la formation en santé publique, la capacité à avoir un système qui embarque l'ensemble est encore en devenir. Alors soit il y a des choses qui sont faites, là il y a des consultations de prévention obligatoires, mais elles sont encore très médicalisées. Comment on associe tous les acteurs, toutes les parties prenantes, toutes les compétences dans un système un peu plus piloté, c'est sans doute ce qui est devant nous pour faire face au vieillissement, pour faire face
face à l'épidémie de sédentarité, pour faire face toujours aux facteurs de risque cardiovasculaire, aux facteurs de risque en cancéro, etc. etc. Voilà. Merci pour cet état des lieux qui pose du coup les différentes questions qu'on va pouvoir aborder au cours de cette table ronde. J'aimerais avoir votre réaction, mesdames, savoir si vous partagez le constat de Nicolas Leblanc sur cette politique de prévention, ces politiques de prévention. Et effectivement, c'est de quelle prévention on parle. Mélusine Arle, effectivement, est-ce qu'on est dans de la prévention très médicalisée et avec ce manque d'éducation à la santé? Est-ce que vous partagez ce constat? Oui, alors je partage tout à fait ce constat. Je pense que ces 12,7 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année, c'est déjà une somme énorme. Et pourtant, on voit qu'on a, en s'alignant seulement sur la médiane des pays de l'OCDE, on pourrait éviter 1,8 million de cas de maladies cardiovasculaires, de maladies mentales chaque année. C'est énorme, si vous voulez. Donc pourquoi aujourd'hui on est si mauvais quelque part dans l'impact en santé ? Je pense que c'est parce finalement on ne se coordonne pas assez entre les différents acteurs. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on n'a pas une approche qui est suffisamment globale. C'est-à-dire qu'on n'a pas repris l'ensemble des déterminants de santé, qui sont les déterminants individuels, les déterminants organisationnels. Je pense notamment à la santé au travail. Il y a un effort considérable qui est fait sur la santé au travail, mais qui n'est pas encore suivi d'effet, parce qu'on n'est pas rentré dans une culture de promotion de la santé à l'école. Il y a des écoles promotrices de santé, pourtant le dispositif est très méconnu. Il y a des environnements de travail favorables à la santé, mais pareil, les dispositifs ne sont pas suffisamment connus. Donc il s'agit aujourd'hui finalement qu'aujourd'hui on donne un impulse et qu'on se dise collectivement, on y va tous ensemble avec un objectif de renforcer l'espérance de vie en bonne santé des individus. On sait qu'aujourd'hui, on a encore un peu la traîne en France, en intervenant à la fois sur l'ensemble des déterminants de santé, mais également sur la santé physique, la santé mentale et la santé relationnelle, qui sont les 3 piliers de la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. Ségolène Perrin, pour vous aussi, la France a du retard en matière de prévention. Il faut s'y mettre. Oui, alors je rejoins complètement l'analyse de Mélusine et de Nicolas, notamment sur le besoin de coordination et de fédérer les acteurs autour de cette problématique et de trouver des solutions. Aujourd'hui, globalement, il y a 2 pôles traditionnels, on va dire, sur la prévention. Il y a l'État d'un côté qui passe des grands messages de santé publique, manger 5 fruits et légumes par jour qu'on connaît tous, bon, qui est plus très original et plus très audible. Et puis, il y a le médecin traitant qui, à l'autre bout de la chaîne, essaye de ramer avec ses petits bras pour passer quelques messages de ci, de là. Et en tout cas, nous, Elsan, on est un acteur hospitalier par essence et on veut contribuer à notre mission de santé publique en contribuant à cette politique de prévention, en ajoutant plus d'acteurs et en arrivant vis-à-vis des populations à des moments différents de vie où les messages sont plus audibles et où les messages sont passés différemment. Ça peut être le lieu de travail, on se rejoint, ça peut être les lieux de vie comme les écoles, les EHPAD, ou aussi dans les territoires. On est extrêmement présent dans les territoires parfois reculés, et donc on intervient dans ces territoires et c'est extrêmement important d'aller à la rencontre des personnes qui n'ont pas forcément accès aux messages de prévention. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup une fois qu'on a posé ce constat? Comment aller vers une amélioration des politiques et des actions de prévention en France? Ça passe par quelles actions? Mélusine Harley, est-ce que vous avez commencé à parler, vous avez commencé tous à en parler, de coordination, d'approche globale? C'est vers ça qu'il faut tendre. Et alors, si c'est ça, comment on y va? Alors, c'est effectivement vers ça qu'il faut tendre. Alors, comment on y va? Déjà, on se met tous autour de la table, les différents acteurs, que ce soit les acteurs publics, les acteurs privés, les mutuelles. On se donne des objectifs partagés, notamment des objectifs d'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, de réduction de la prévalence de certaines pathologies. Et ensuite, on se demande comment on y va et comment on mesure l'atteinte de ces objectifs. Aujourd'hui, on a encore trop souvent des acteurs de prévention, et on en fait partie, on est en train de s'améliorer sur ce sujet-là, trop souvent des acteurs de prévention qui vont évaluer l'impact en disant on a touché X bénéficiaires. Par exemple, chez MGEN, on a touché 740 000 bénéficiaires. On est en capacité de dire que la satisfaction de nos bénéficiaires, c'est 8,5 sur 10. C'est vachement bien. Cependant, on n'est pas en capacité encore aujourd'hui de dire si ça a vraiment impacté les comportements de nos bénéficiaires, sauf sur une application qui s'appelle Vive Optime. Et c'est un coach santé de MGEN. Et avec ce coach santé, on sait que 70% des bénéficiaires ont fait évoluer leur comportement. Donc là, on voit qu'on est sur des pistes d'amélioration. Ce qu'il faudrait, c'est appliquer ce type de mesures à l'ensemble de nos interventions de prévention.
pour arriver à ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas faire juste des one-shots. Ce n'est pas juste une action de prévention de temps en temps, c'est mettre en place vraiment une logique de parcours coordonné, même s'il est porté à certains points du parcours par différents acteurs, avec une approche de mesure d'impact. La mesure d'impact, ça va être le ressenti, la santé perçue, ça va être la consommation de santé, ça va être les arrêts maladie. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là qui va nous permettre ensuite de rentrer dans une logique prédictive, c'est-à-dire qu'on va se dire, voilà, on voit qu'il y a des pathologies d'un côté, de l'autre, on voit qu'il y a des actions de prévention, il y a une évolution des comportements, une évolution aussi de l'environnement. J'évoquais tout à l'heure l'environnement de travail, il y a aussi les milieux de vie, il y a aussi le management au travail, et comment l'ensemble de ces facteurs-là va concourir à une meilleure santé, un meilleur état de bien-être. Et donc ça veut dire coordination, pilotage par la data et un brin d'intelligence artificielle, mais on y reviendra. Oui, et là on est effectivement, Nicolas Leblanc, dans la prévention prédictive, on est dans l'acculturation à la santé, ça participe de cette éducation, c'est une des étapes clés et nécessaires. Comme je le disais tout à l'heure, la prévention, c'est pas un loisir, hein, ça suppose des compétences, ça suppose des programmes, ça suppose des objectifs, ça suppose des évaluations, ça suppose des outils de mesure, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, on a un système de santé qui est d'abord très centré sur le soin. Hein. Je rappelle, les dépenses de santé, la dépense courante de santé au sens international, c'est 313 milliards d'euros. Hein. Les dépenses de prévention institutionnelle, c'est 12,7 milliards, soit 4%. 4%. On a des stratégies nationales de santé qui émergent, mais on n'a pas vraiment de loi pluriannuelle cadre, ni en soins, ni en prévention. Et du coup, on a une convention médicale qui est signée de manière tous les 5 ans, avec sa logique propre et son écosystème quasi propre. Et donc on voit très bien que le système est fragmenté, et en plus le système souffre en ce moment. On est tous au courant, vous avez sans doute évoqué dans les différentes tables rondes. Donc, faire en sorte que les acteurs se parlent sur des objectifs, c'est déjà la première étape. La deuxième, c'est de former les gens à la santé publique quand même, parce qu'à un moment donné, y compris les médecins. Et nous, c'est une de nos forces chez Livy, c'est que quand on a une communauté de médecins et qu'on veut aller sur des actes de prévention, on les forme. Déjà, on sollicite ceux qui sont appétents, parce qu'il faut être motivé. Tout le monde n'est pas... Il y en a qui veulent faire du soin pur, on va dire. Et puis après, il y a ceux qui, parmi les compétents, parmi les motivés, souhaitent acquérir des compétences nouvelles. Et après, on peut bâtir quelque chose d'un peu solide. Et donc, pour ça suppose de se parler, d'avoir les bons dispositifs, et puis après d'avoir les évaluations. Puis, dernier point, tout ça dans la coordination, c'est qu'il y a des objectifs qui doivent être définis par l'État stratège, mais après il faut pouvoir penser intégration de toutes les parties prenantes et décentralisation au sens le plus large du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fait en coopération avec l'État, qu'est-ce qui est délégué par l'État et qu'est-ce qui peut être fait en propre. Et ça, aujourd'hui, on est à des années-lumière, je le dis, à des années-lumière. Même dans le soin, nous qui faisons la téléconsultation, que ce soit du soin ou de la prévention, on est en train d'installer petit à petit des discussions avec les autorités publiques, mais qui sont assez lentes. Donc j'espère qu'elles vont s'accélérer, avec les complémentaires santé, avec les autres opérateurs de soins, pour justement aboutir à des modèles qui sont un peu plus robustes, un peu plus soutenus, un peu plus en phase avec les besoins des gens. Il y a les collectivités territoriales aussi qui jouent un rôle, que ce soit les communes ou les départements. Donc, tout ça est un peu désordonné, tout ça mériterait qu'on soit un peu plus coordonné. Et puis sur les moments de vie, hein, c'est la jeunesse, les études et le travail, bien entendu. Et puis après, au moment de la retraite et de l'inactivité, qui elle-même a plusieurs étapes entre le vieillissement autonome et le vieillissement moins autonome. Et donc tout ça, c'est suffisamment vaste, c'est un champ qui mérite, face à la fragmentation, qu'on se mobilise tous et si possible sans disqualifier les uns et les autres au motif qu'ils soient du privé, qu'ils soient non lucratif, qu'ils soient d'origine, pas d'origine, de province ou de Paris. Enfin, ça, voilà, je pense que ce temps-là n'est pas nécessaire. Enfin, cette philosophie-là n'est pas utile. Si je vous entends bien, parce que c'est quand même quelque chose qui est revenu déjà plusieurs fois depuis le début de cette table ronde, la fragmentation du système de santé. Ségolène Perrin, chez Elsan, vous avez 140 établissements partout en France. Vous avez donc un rôle primordial à jouer en matière de prévention. Et par rapport à cette fragmentation du système, la complémentarité, la délégation à mettre en place entre les différents acteurs de la santé, c'est déjà ce que vous avez commencé à faire, notamment, je crois, avec Livy, avec un centre de soins que vous avez mis en commun à Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et ce que vous y faites, notamment en matière de prévention? Est-ce que ça peut être un exemple?
Oui, tout à fait. Alors, on travaille effectivement toujours dans des logiques de parcours, que ce soit avec Livy dans le centre de santé à Saint-Denis ou sur tous nos territoires. Elsan est aussi le deuxième acteur en cancérologie en France. Donc, évidemment, on ne le fait pas seul, on le fait avec les CLCC, avec la médecine de ville. Et c'est aussi extrêmement important en ce qui concerne la prévention. Donc, à Saint-Denis, on a une logique de médecins traitants. On sait que le 93, c'est un territoire qui est plutôt pauvre en termes de ressources médicales. Et tout l'intérêt du partenariat, c'est d'apporter une ressource de médecins en plus, qui peut être en téléconsultation et qui vient en appui des médecins qui ont envie de travailler dans ces territoires-là, mais qui ne sont pas suffisamment nombreux pour faire du soin, pour accompagner. Et notamment, la prévention se positionne bien pour la téléconsultation. On est aussi dans nos territoires on porte beaucoup d'importance à la coordination avec les autres acteurs. On a par exemple été sollicité sur le programme de vaccination contre le papillomavirus dans les collèges, où on a dans 4 départements vacciné plus de 3000 élèves. Et on a atteint des taux de vaccination, on a doublé le taux de couverture vaccinale de cette classe d'âge. Donc on était très fiers de pouvoir contribuer aux politiques publiques de prévention avec des vrais résultats concrets, comme le disait Mélusine. C'est très important aussi de pouvoir mesurer l'impact, le taux de couverture, mais aussi l'impact derrière sur la santé des populations. Est-ce que ce qui est intéressant de voir dans cette approche globale que vous avancez de la prévention en santé, c'est finalement d'arriver à intervenir aux différents échelons et aux différents échelons, donc que ce soit individuel, institutionnel et en entreprise. Et j'aimerais justement là que vous me disiez chacun d'entre vous ce que vous arrivez à déployer à ces différents échelons pour arriver à cette approche globale de la prévention. On va peut-être commencer par vous, Mélusine Harlet, à la MGEN. À quel niveau vous intervenez et comment vous intervenez? Pour avoir des exemples concrets là. Bien sûr, bien sûr. On intervient à plusieurs niveaux. On intervient d'abord au niveau individuel, au niveau de l'adhérent, en éducation et promotion de la santé, donc notamment avec un coach virtuel, j'évoquais tout à l'heure Vivoptim, avec des webinaires, avec des ateliers. Donc on a un réseau de 50 responsables régionaux de prévention partout en France, avec des élus locaux qui vont organiser des ateliers avec des professionnels de la prévention. Je pense que Nicolas évoquait tout à l'heure l'importance de la professionnalisation de la prévention et que la prévention n'est pas uniquement portée par les médecins, elle doit être portée par les médecins, mais aussi par des professionnels de la prévention. Ça, c'est un élément clé. Donc, au niveau individuel, donc notamment des ateliers bien-être, des ateliers yoga sur chaise, des ateliers sport-santé pour accompagner l'activité physique et encourager à faire de l'activité physique adaptée lorsque c'est nécessaire. Donc, ça, c'est au niveau individuel. Ensuite, au niveau... Ça, c'est du volontariat et c'est finalement chaque usager qui va, selon son besoin, vers ces programmes, c'est ça? Absolument. Alors, on envoie régulièrement des invitations. On cible les invitations, par exemple, si on organise une intervention en Aquitaine, un atelier en Aquitaine, alors nos adhérents vont recevoir l'invitation à participer à ces ateliers en Aquitaine, par exemple. Donc, effectivement, c'est toujours sur la base du volontariat. On est dans une logique incitative. On va forcer personne, en fait. L'idée, de toute façon, dans la santé en général, c'est qu'on ne va pas forcer les gens à prendre soin d'eux-mêmes. Par contre, on peut tendre la main et proposer. Donc, on propose des ateliers à nos adhérents. On propose Vivoptim, donc ce fameux coach santé. On propose également une application qui s'appelle Vocalise. Et là, pour le coup, elle est ouverte à tout le monde. Elle est gratuite et qui permet de travailler sur sa santé vocale. On propose également une application qui s'appelle des routes à vivre et qui permet de travailler sur la sécurité routière. Donc ça, c'est, je dirais, le pan adhérent. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la santé au travail. Et donc là, sur la santé au travail, on accompagne les agents de la fonction publique. Alors, majoritairement l'éducation nationale, mais de plus en plus également dans la fonction publique hospitalière et également dans la territoriale, en lien avec notre partenaire, la Mutuelle nationale territoriale. Et là, on va travailler sur les questions de prévention des risques psychosociaux, de prévention des troubles musculo-squelettiques, de prévention des troubles de la voix, également accompagner le management, donc organiser des formations au management promoteur de santé. Donc quand on parle de management promoteur de santé, c'est toujours de bien-être au travail, d'organisation favorable à la santé, d'environnement favorable à la santé. Et puis on intervient aussi auprès des ressources humaines, des directions générales, pour qu'elles soient en mesure de mettre en place des plans de prévention qui s'inscrivent vraiment de manière, encore une fois, coordonnée sur le court, moyen et long terme. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font.
Parfois, c'est très complexe. On voit qu'il y a aussi un feuilleté d'intervention un peu partout. Il s'agit là aussi d'avoir finalement un fil rouge, une vision complète qui permet de travailler et sur la santé et sur l'attractivité des établissements. Parce qu'il ne faut pas oublier que la prévention, c'est aussi un sujet d'attractivité. Donc très concrètement, sur la santé au travail, pour les RPS, on propose notamment des formations sur les premiers secours en santé mentale. Et on voit que ça marche très bien, que c'est en train de se développer, c'est extrêmement pertinent. Des groupes d'analyse de pratiques professionnelles également, pour les professionnels et du soin et de l'éducation. On voit que souvent ce sont des professions qui sont un peu isolées, un peu solitaires, et qui ont ce besoin d'échange de pratiques supervisés par des psychologues ou par des médiateurs qui vont les aider à prendre un peu de recul, à trouver des solutions très concrètes au quotidien pour se sentir mieux dans leur travail. Donc voilà quelques exemples assez simples de ce qu'on mène aujourd'hui. Donc en 2023, on a accompagné 23 000 agents de la fonction publique sur les sujets de prévention santé au travail. On voit bien donc du coup tous les secteurs sur lesquels vous intervenez. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit en vous entendant. Comment est-ce qu'on va finalement... On ne peut pas forcer quelqu'un à prendre soin de lui-même. Comment est-ce qu'on va progressivement faire rentrer dans les consciences l'importance de la prévention, l'importance de l'éducation à la santé? Ségolène Perrin, vous intervenez notamment dans les collèges et les lycées. Vous nous avez parlé tout à l'heure de cette campagne de vaccination. Comment est-ce qu'on va inculquer, faire comprendre à des jeunes l'importance de prendre soin d'eux? Effectivement, déjà la première étape, c'est d'être au contact de ces populations. C'est bien d'avoir des messages nationaux, mais ça ne suffit pas. Et donc, grâce à notre réseau de 140 établissements, on a cette capacité à aller vraiment au plus près des personnes qui sont concernées par ces messages de prévention. Les élèves font partie de ces populations, les salariés également. On se déplace également en entreprise, un peu comme sur le modèle de la MGEN, pour faire des actions très concrètes. Et c'est ça le deuxième point important, c'est que finalement on veut mobiliser les personnes sur leur propre sujet de santé. Ce n'est pas un message global qu'elles vont recevoir, c'est vraiment un message qui les concerne parce qu'on va faire des mesures qui vont les inciter elles-mêmes à prendre conscience de leurs problématiques et à se mettre en mouvement. On a par exemple une initiative de dépistage des risques dermatologiques en entreprise où on dépiste 2% de cancer de la peau. Alors, ce n'est pas forcément grave, ça peut être des cancers peu graves, mais ces gens-là sont très contents en général d'avoir fait la démarche. Et le fait d'en parler, de leur proposer un parcours qui suit et qui puisse en parler à leurs collègues, mais c'est ça, en fait, petit à petit, qui va faire que les personnes vont adopter ces démarches de prévention. Nicolas Leblanc, on a vu là les usagers finalement vers qui ces actions se tendent. Vous, votre cible finalement avec la télémédecine, ce sont les médecins, parce que pour pouvoir toucher les différentes populations, il faut avoir le langage, les éléments de langage, les informations à pouvoir transmettre. Vous avez un rôle clé dans la formation des médecins. Est-ce que les médecins, aujourd'hui, ont le temps de se former? Il n'y en a pas assez, ils ont des emplois du temps très surchargés. Comment on fait pour former les médecins aujourd'hui? Merci de cette question. Déjà, juste pour revenir sur ce que disait Ségolène, je trouve que la dermatologie, c'est un excellent exemple parce qu'aujourd'hui, l'accès aux soins en termes de dermato est difficile, extrêmement difficile. Et du coup, la prévention, je rappelle, la prévention, c'est avant la maladie, mais pendant aussi la maladie. Et après, pour éviter que les complications se fixent. Et donc, c'est extrêmement important d'être présent tout au long de la chaîne et dans des endroits où les gens n'ont plus accès aux médecins et où les médecins sont peu ou pas formés. J'y reviens. À la prévention, en tout cas. Et peu ou pas formés, sur un des éléments clés, c'est pour que quelqu'un puisse s'approprier un état de santé et des comportements de santé, y compris dans le fait d'aller passer des examens complémentaires. C'est pas facile d'aller passer un examen complémentaire pour se faire dépister un cancer. D'un seul coup, vous arrivez chez le professionnel de santé, vous êtes en bonne santé et on vous dit peut-être que vous êtes en mauvaise santé et peut-être que vous allez avoir un traitement grave et peut-être que vous allez mourir. Pas très facile. Donc la capacité à pouvoir donner aux patients les éléments pour pouvoir s'approprier une situation et les bons comportements au regard de la nécessité clinique, c'est un métier. Ce sont des compétences qui doivent être intégrées au métier. Et les médecins sont plus ou moins bien formés là-dessus. Et puis, il y a une question de temps. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un problème de temps médical en France et que quand vous êtes médecin, si vous ne savez pas, ou peu, et vous allez utiliser votre temps utile
vous allez utiliser le temps vers ce que vous savez faire et là où il y a le plus d'impact dans ce que vous pensez être, vous, dans la bonne représentation. Donc nous, ce qu'on fait à Livy, c'est que déjà on détermine des parcours de santé. On vient d'en lancer un sur l'obésité et le surpoids. Et donc on ne le fait pas qu'avec des médecins, on le fait aussi avec des diététiciens, des psychologues, pour prendre toutes les composantes nécessaires, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est une approche globale. Enfin, en tout cas, on essaie de le faire à chaque fois qu'on le peut. Et d'abord, on essaye de voir dans notre communauté médicale, Livy, c'est plus de 600 médecins, ceux qui sont formés, ceux qui sont appétents et ceux qui veulent se former. Et donc, on leur dispense des modules de formation et on les accompagne dans la pratique de ce qu'est un parcours tout à fait ciblé, puisque un parcours, c'est d'abord un questionnaire patient, ensuite des premières téléconsultations de débrouillage. Justement, on analyse la situation au niveau motivationnel de la personne, après la mise en place d'une pratique, d'un plan thérapeutique et de prise en charge, et puis ensuite du suivi. Et tout ça doit se faire en relation avec le médecin traitant. Donc on voit très bien que tout au long de ce parcours-là, il faut que les médecins soient formés dans l'analyse des questionnaires, dans la capacité de recevoir l'état motivationnel de la personne et de l'amener vers l'adoption de cette prise en charge. Je voulais préciser quelque chose, c'est que la télémédecine est un outil intéressant, c'est que les gens parfois ne veulent pas solliciter les acteurs soignants auxquels ils ont l'habitude pour des questions de maladies stigmatisantes. L'obésité, on est typiquement vous avez plus de mal à vous déplacer, et puis vous avez une stigmatisation sociale. C'est pareil sur les maladies sexuellement transmissibles. Nous, on fait de la prophylaxie pré-exposition au VIH. Les gens qui sont qui se vivent dans un entourage de VIH, qui ont des pratiques sexuelles qu'ils souhaitent minimiser à risque, n'ont pas forcément envie d'en parler aux médecins traitants dans leur ville ou leur village où tout le monde est connu, et voir la famille. Donc il y a aussi la question de la distanciation et d'avoir des recours différents au système de soins de proximité qui parfois sont extrêmement utiles à travers l'outil de téléconsultation que nous, les parcours qui utilisent la téléconsultation. Voilà, typiquement, je vous en ai donné un certain nombre. Et sur la santé mentale aussi, c'est un peu compliqué d'aller avouer à son médecin traitant ou à son pharmacien qu'on a une dépression, qu'on pleure le matin sans trop savoir pourquoi, que c'est parce que monsieur ou madame est parti, ou parce que tel ou tel élément vient de perdre son emploi. On n'a pas forcément envie d'en parler forcément à l'écosystème. C'est pas tout le temps le cas. Voilà. Donc c'est ces outils-là. Et puis après, ça permet aussi d'optimiser quand même un certain nombre d'étapes, notamment parce que les patients peuvent remplir des questionnaires seuls avant. Et le médecin, quand il récupère, ou le professionnel de santé, parce qu'il n'y a pas que des médecins, je le rappelle, récupère un certain nombre de données sur lesquelles il peut déjà installer un certain nombre d'éléments de la prise en charge. Il y a une efficience dans le système qui à mon avis, est tout à fait en devenir, mais qui est tout à fait intéressant à travailler. Voilà. C'était pas une question comme ça que j'avais d'emblée pensé à vous poser, mais ce que vous dites m'interroge sur l'accessibilité à la télémédecine et plus largement à tous ces programmes que vous proposez. Il y a quand même une dimension numérique, digitale. On parle souvent des inégalités en santé. Comment est-ce que vous abordez ces problématiques pour, là encore, pouvoir toucher un maximum de personnes? Peut-être Mélusine Harlet. Oui. Alors, juste en complément de ce que disait Nicolas, et par rapport aux besoins, alors il évoquait les différents types de prévention, l'éducation, la promotion de la santé, le diagnostic. Donc on fait aussi beaucoup de diagnostics. Il y a aussi la prévention tertiaire dont on n'a pas du tout parlé pour le moment, c'est-à-dire finalement l'accompagnement à une vie quasi normale ou la plus normale possible après une pathologie. Et dans ce cadre-là, chez MGN, on a un dispositif qui s'appelle les Centres nationaux de réadaptation et qui permettent cet accompagnement patient, notamment au retour vers l'emploi. Ça, je pense que c'est un élément important. Et alors, je suis partie pour répondre à votre question présente. Il y a un vrai besoin d'aller vers. Et je pense que, évidemment, tout ce qui est nouvelles technologies, c'est bien pour un certain type de population, notamment les actifs, on le voit bien, les personnes d'un certain âge. À partir d'un certain âge ou des comportements du quotidien, on voit qu'on ne pourra pas toucher les gens. Et c'est là qu'il faut qu'on aille vers. Et aller vers, ça veut dire qu'on soit en capacité de se coordonner à l'échelle d'un territoire avec les différents acteurs. Donc je pense au CPTS, aux communautés professionnelles territoriales de santé, également tous les professionnels, CPAM, les assureurs, etc. Et on en est encore très très loin. Donc à l'échelle des territoires, se dire qu'on va mettre en place des actions communes de telle sorte qu'on puisse vraiment se faire connaître
auprès des populations et notamment les populations les plus défavorisées, les plus éloignées de la médecine. Je pense aussi évidemment à la télémédecine, je pense à certains territoires ruraux où on voit dans les pharmacies des invitations à faire des téléconsultations qui ne sont absolument pas utilisées aujourd'hui. Donc ça interroge aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font et je reviens sur nos fameux 12,7 milliards d'euros. On dépense beaucoup d'argent et finalement on ne touche pas encore suffisamment les populations. Donc ça veut dire qu'il faut que collectivement on se prenne par la main et qu'on se dise comment on travaille ensemble pour aller encore plus vers. Et ça passe aussi évidemment par les collectivités territoriales qui n'ont pas encore toujours cette culture de la communication, qui font des bulletins, qui ont des sites internet, mais qui ne vont pas encore suffisamment peut-être au contact, où il faudrait y aller encore plus. Et c'est là qu'on a chacun notre rôle à jouer sur ce sujet-là. Merci. Ségolène Perrin, comment est-ce que vous abordez cette problématique des inégalités en santé, des inégalités face à la prévention et cette accessibilité des outils digitaux qui, on l'entend bien en vous écoutant, peuvent être une des solutions pour diffuser ces actions de prévention, mais qui peuvent aussi être un frein pour certaines populations? Tout à fait. Alors, je pense que Elsan a vraiment une position privilégiée par rapport à l'accès aux soins. On a un établissement à moins de 50 km de 2 Français sur 3. Donc, on a vraiment une capacité à aller chercher les populations, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit dans les centres d'action sociale, dans les mairies. On est présent sur certains marchés également. Voilà, donc, on va au contact de ces populations pour aller au-delà du digital et toucher les personnes qui ne seraient pas touchées dans des contextes usuels de soins. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est de ne pas tout miser sur le digital. Nous, on voit vraiment le digital comme un outil supplémentaire. C'est en aucun cas une première étape. On a toujours des actions physiques concrètes et notamment sur la prévention parce que c'est déjà un message qui est compliqué à faire passer, compliqué d'y adhérer. Et donc, on doit vraiment être présent avec des professionnels de santé qui sont formés pour inciter les personnes à rentrer dans cette démarche-là. Donc on a par exemple ces dépistages en entreprise, on fait aussi des bilans de santé où la personne va passer 2 heures avec une infirmière, un médecin. C'est un temps qu'on passe jamais avec un professionnel de santé, 2 heures. En général, c'est un quart d'heure, voire 20 minutes quand son médecin généraliste est vraiment très généreux ou pas très pressé. Voilà, donc c'est un temps de qualité qu'on offre à des personnes, que leurs employeurs offrent à des personnes qui en ont besoin, parce qu'elles ont des risques spécifiques en termes d'âge, en termes de métier. Et ça, c'est extrêmement précieux pour nous et on essaye de le promouvoir d'autant plus. Nicolas Leblanc, vous avez écrit donc ce livre « Santé, les inégalités tuent ». C'est effectivement une réalité en France. Comment est-ce qu'on peut lutter contre, et notamment dans ce domaine précis de là ou des préventions, puisque vous nous aviez bien dit qu'il y en avait plusieurs niveaux? Je vais répéter ce que j'ai dit au début, c'est ce que Mélusine et Ségolène aussi ont précisé, c'est-à-dire qu'il faut coordonner, il faut faire feu de tout bois avec une organisation qui soit ambitieuse en mobilisant tous les acteurs. Et puis, il faut utiliser les articulations nouvelles. On est dans une phase d'innovation. Et là, si je parle de ce qu'on fait à Livy avec les uns et les autres, bien sûr que le digital ne se substituera pas. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la baguette magique. Mais il faut savoir l'utiliser. Comme dans d'autres secteurs, il y a eu une utilisation et l'articulation avec dans des parcours. C'est ça qui me paraît fondamental. L'articulation avec le physique et la capacité physique dans des parcours. L'articulation entre différents professionnels. L'articulation à différents étages. Et c'est ça qui est fondamental. On en est loin. Et sur les inégalités sociales de santé, nous chez Livy, on accueille beaucoup plus de CSS, donc de complémentaires santé solidaire, que les médecins, que dans le système libéral. En tout cas, c'est ce qu'a montré une étude faite par l'assurance maladie. Pourquoi? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, le système de santé de soins est saturé, en fait, et qu'aujourd'hui, quand vous tombez dans des poches de pauvreté, ce qui vous relie au monde, c'est votre téléphone portable, et c'est l'accessibilité, parce que vous sollicitez le système de soins, soit parce que vous avez très peur, soit parce qu'il y a une urgence ressentie, en tout cas, qui est importante pour pouvoir traiter. Et donc, on prend en charge beaucoup de CSS, un peu à contrario de ce qu'on pourrait imaginer ou que certains imaginent. Les plus pauvres passent par aussi les sociétés de téléconsultation, parce que c'est là où il y a un accès aux soins facilité. Et donc, bien sûr qu'il faut faire feu de tout bois. Je pense que nous, on travaille avec Malakoff Humanis aussi sur la prévention en cardiovasculaire, où ils recrutent leurs patients dans le milieu du travail. Ça a été évoqué pour pouvoir faire rentrer un certain nombre de populations dans un parcours d'identification de risques cardiovasculaires. Donc là, c'est pareil, on est dans le aller vers. Et on a tous mis l'exemple pour montrer que, franchement, il faut que ça se potentialise. On l'a vu là, il faut que tout ça se potentialise et pas se neutralise. Et dans les 12,7 milliards de dépenses, il y en a beaucoup qui ne sont même pas collectées et elles sont vraisemblablement pas suffisamment potentialisées pour la santé des populations.
quand il s'agit de mortalité et de morbidité évitable, ça veut dire quoi pour les Français? Ça veut dire d'éviter d'être malade et si possible d'éviter de mourir de maladies qui elles-mêmes sont évitables. C'est pas rien, hein. Il y a 13 ans d'espérance de vie, différence d'espérance de vie pour les hommes entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres en France. C'est énorme, c'est 72 ans versus 85 ans. Ce que vous dites est important parce qu'au début vous disiez bon maintenant il faut y aller, en fait on n'a plus le choix, mais ce que j'entends c'est qu'on y est déjà, on est déjà en train, mais qu'il faut potentialiser, il faut accélérer, et vous parlez de cette articulation nécessaire d'aller vers les besoins au plus proche des personnes et aussi d'articuler tous les acteurs du système. En cela on le voit bien, le partage de la data et des données en santé me semble un enjeu primordial. Vous allez me dire si vous partagez ce point de vue. Par rapport à cette data, il y a notamment le fait, vous le disiez, de l'importance de l'évaluation et du suivi de ces préventions. Est-ce qu'aujourd'hui, les données de santé le permettent et dans quelle mesure, Mélusine Arle? Alors aujourd'hui, potentiellement, on pourrait, mais on n'a pas encore on pourrait techniquement, mais on n'a pas l'autorisation. Donc on est au niveau de la CNIL, c'est au niveau de la CNIL en fait. Donc on est en train de travailler sur ces sujets-là, de telle sorte qu'on soit en capacité de garantir évidemment la confidentialité des données, de ne pas être dans une forme d'intrusion de la vie privée, tout en étant en capacité de suivre un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre d'améliorer l'offre de prévention notamment. Donc on est dans ce moment en fait où pour pouvoir évaluer de manière plus fine l'impact de la prévention, on est en attente d'un certain nombre d'autorisations, mais c'est en cours et on a vraiment tout à fait confiance dans le fait que ça se développe. Voilà, donc effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on passe à une étape suivante où on soit en capacité, avec de l'open data, évidemment, il y a beaucoup de projets en cours à ce niveau-là, au niveau national, qu'on ait finalement un open data partagé, et peut-être une différence française, avec une utilisation de l'IA qui soit tout à fait éthique, hein, puisqu'on est aussi très engagé sur ce sujet de l'éthique dans l'intelligence artificielle, qu'on soit effectivement en mesure de réellement mesurer au quotidien l'utilisation des services de prévention par nos adhérents, que ce soit en individuel ou au travail, et qu'on soit en mesure d'identifier l'impact que ces utilisations de programmes de prévention peuvent avoir sur leur santé perçue, sur leur consommation de santé, sur leurs arrêts maladie, bien entendu sur leur bien-être. Merci. Un mot également, Ségolène Perrin, sur cette problématique des données en santé. Comment est-ce que vous le traitez chez Elsan ? Je pense qu'effectivement, on se rejoint. C'est fondamental de pouvoir avoir accès à ces données de santé pour cibler d'abord les populations qui vont bénéficier de ces actions de prévention et ensuite démontrer l'impact pour pouvoir continuer à investir dans la prévention et créer un cercle vertueux. Chez Elsan, on a obtenu l'autorisation d'un entrepôt de données de santé par la CNIL, justement pour pouvoir traiter ces données à large échelle, avec évidemment le consentement du patient. Et je pense que le sujet, il est aussi au niveau national de sensibiliser les populations sur le bon usage de ces données. En fait, tous les acteurs qui sont autour de la table ont envie de bien faire. Et l'intérêt, c'est d'embarquer les populations sur un programme qui a du sens pour eux et que ces données, elles puissent être utilisées par des acteurs qui vont leur proposer des choses adaptées au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit, avec vraiment un parcours fléché pour leur bonne santé. Nicolas Leblanc, pour conclure également, est-ce que cette utilisation des données en santé pourrait être un frein à l'accès à la télémédecine? Est-ce que certains n'y vont pas parce qu'effectivement ils craignent de voir des données partagées alors qu'ils ne le souhaiteraient pas? Franchement, je ne crois pas. Et j'ai tendance plutôt à penser qu'il y a l'usage domestique des données, y compris dans le champ professionnel, quotidien plutôt que domestique, par rapport au modèle de protection qui est voulu par la loi et les professionnels, sont très différents. Vous avez des médecins qui partagent des données cliniques sur WhatsApp, Facebook et autres. Vous avez des patients qui partagent des données de leur état de santé sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. avec une facilité déconcertante. Et de l'autre côté, on a un système extrêmement protecteur et c'est bien. Donc la question de l'éducation à l'utilisation des données me paraît important.
je ne crois pas qu'il y ait de blocage. Là où il y a un sujet, et je reviens sur ce que disait Mélusine, c'est la question de l'évaluation. Nous, on était très, en bon français, data-driven, puisqu'on est dans un univers digital qui manipule de la donnée, alors, ce qui passe sous les fourches coding de la loi, bien entendu. Donc, c'est plutôt notre ADN. Il n'en demeure pas moins que quand il faut aller le combiner avec le SNIRAM, c'est-à-dire la base de données de l'assurance maladie, quand on est un organisme privé, c'est pas d'une simplicité effroyable. Quand il faut aller voir au Health Data Hub qui compile soi-disant 5 bases de données, le SNIRAM, le PMSI, etc., et j'en passe, et les CEPID pour les données de mortalité, etc., c'est pas d'une simplicité effroyable, tout comme quand il faut déposer un dossier administratif de n'importe quelle nature. Et donc, c'est cette facilitation. Enfin, moi, j'ai envie de dire, peut-être en guise de conclusion, qu'il y a 2 choses qui me paraissent fondamentales. C'est qu'on arrête de se regarder en chien de faïence les uns et les autres, à se disqualifier à coup de communiqué de presse. Franchement, c'est pas très agréable. La santé des Français mérite mieux. Et la deuxième chose, c'est qu'on crée les conditions de la coopération et opérationnelle. Et si on arrive un peu à changer d'état d'esprit, alors c'est peut-être pas par la loi, c'est peut-être par une prise de conscience aussi de tous les acteurs. Et chacun doit faire le pas nécessaire pour sans doute avancer. Et aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression, en tout cas, que l'environnement, la nervosité au sein du système de santé, du système de soins n'est pas très favorable à ça. C'est peut-être ce cap qu'il faudra passer. Je ne sais pas si dans les mois ou années qui viennent, une fois qu'on aura passé la convention, les tarifs, etc., on pourra se poser autour d'une table pour pouvoir discuter et faire en sorte qu'on travaille enfin la santé des Français ensemble. Parce que chacun veut bien faire, bien entendu, mais ensemble. Cet appel à la coordination est lancé. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 pour cette discussion autour des moyens de maximiser l'impact des politiques de prévention. Merci.